Madame Gaudet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir participé, d'avoir voulu participer à cette interview dans le cadre d'une série de cours de l'Université de Louvain, l'Université catholique de Louvain. Je voudrais vous demander de vous présenter d'abord. Oui, je suis Dewi Gourdé, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge de la culture, de la citoyenneté et de la condition féminine. Merci Madame Gaudet, vous êtes originaire de la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait, Ponéré-Moins, oui. Ponéré-Moins, voilà. Et vous avez un passé de militante impliquée dans la vie politique calédonienne. Exactement, et donc c'est surtout ce passé de militante qui m'a porté jusqu'en 1998, lorsqu'a été signé l'accord de Nouméa, ici, que j'ai accepté d'être sur la liste de l'Union nationale unie de M. Paul Néautine pour la province Nord et d'être élu pour la première fois. Et puis voilà qui nous amène directement à nos questions. Madame Gaudet, comment exercer le pouvoir? L'exercice du pouvoir, pour moi, n'est pas un exercice solitaire. Je dirais qu'il faut exercer le pouvoir en partage. Cela suppose des décisions prises en collégialité et surtout par consensus, c'est-à-dire ce qui nous est demandé par l'accord de Nouméa, pour ne pas toujours réduire la minorité au diktat de la majorité, selon d'ailleurs notre conception océanienne du pouvoir. Si je prends l'exemple du chef ici, il n'est qu'un symbole de l'unité des clans. Et d'ailleurs, dans nos langues, on ne l'appelle pas et on ne le considère pas comme une puissance. Parce que pour nous, les puissances tutélaires, ce sont les ancêtres morts. Donc lui, il est le garant de l'unité des clans et il symbolise cette unité et il est aussi, dans certains cas, le porte-parole de ces clans. Mais il n'est que cela. Voilà. Et donc, c'est pour cela que moi, je reste dans cette conception kanak et océanienne du pouvoir et de la décision du consensus. Merci pour cette première question. Je ne doute pas qu'elle va interpeller mes professeurs de sciences politiques qui abordent ça sous un angle très, très européen, en fait. Oui. Seconde question, pourquoi exercer le pouvoir? On exerce le pouvoir parce que de toute façon, il faut des gens, que ce soit dans les anciennes sociétés aristocratiques ou les nôtres océaniennes, où ce pouvoir justement est dévolu à un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans toute société, il faut un pouvoir politique. Dans la démocratie, il est exercé par ceux qui ont été élus par le peuple. Et justement parce qu'ils ont été élus par le peuple, c'est à ces élus de l'exercer, ce pouvoir. Parce qu'il faut un groupe ou des gens pour le faire. Merci. Vous posez une question, vous m'invitez à vous poser une autre question qui n'est pas prévue, c'est est-ce que vous faites une différence en termes de légitimité entre la légitimité démocratique telle qu'on peut la vivre occidentalement et des formes de légitimité qui sont celles des groupes traditionnels, de chefferie, des clans par exemple dont vous parliez tout à l'heure? Oui, et je distingue bien les deux domaines et les deux pouvoirs, le pouvoir démocratique et le pouvoir coutumier. Parce que, par exemple, le pouvoir coutumier de l'aîné, il est transmissible
de génération en génération, et il n'appartient qu'à l'aîné qui peut le déléguer, par exemple en cas de maladie ou en cas de force majeure. À ce moment-là, il le délègue au cadet, par exemple, ou à un autre. Ça, c'est le pouvoir coutumier. Là où je suis, j'exerce avec les collègues le pouvoir démocratique en étant élu par le Congrès. Et ma distinction, elle peut se faire dès le moment, physiquement et concrètement, je veux dire, où j'arrive à la tribu et où il y a une coutume et où à ce moment-là, je reprends ma place de femme kanak. C'est-à-dire ma casquette d'élu politique, je l'ai accrochée à la porte. Voilà. Merci, Baudé. Troisième question, comment obtenir le pouvoir? Alors, comment obtenir le pouvoir? Donc, par le vote dans la société démocratique, sous la démocratie. Obtenir le pouvoir, en fait, c'est toujours l'obtenir des autres qui l'ont déjà et qui l'exercent, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça dépend aussi du type comment ils exercent ce pouvoir. Parce que, donc nous, on est dans une démocratie, mais il se trouve qu'ailleurs, on peut l'obtenir, on le voit, par exemple dans certaines luttes à travers le monde. Et ici aussi, où on a dû passer, je parle du peuple kanak, par une longue lutte pour arriver à faire partie, à être membre, à être élu dans les centres de décision, comme les provinces aujourd'hui, qui nous ont été dévolues par les accords de Matignon-Oudinot en 1988 pour exercer le pouvoir. Parce qu'il faut savoir que jusque-là, le pouvoir était seulement exercé à l'Assemblée territoriale, et donc les Kanaks, à part pendant la période de la loi cadre de fer, de 1957 à 1962, où il y a eu des ministres Kanaks, et puis à part la période du gouvernement Tjibaou de 1983, qui ont d'ailleurs à chaque fois été révoqués. Et donc après on est arrivé par le combat de la période des événements entre 1984 et 1988 aux accords de Matignon-Oudinot, avec la provincialisation où, donc jusqu'à aujourd'hui, on a les Kanaks ont obtenu d'exercer leur pouvoir dans la province Nord et dans la province des îles. Donc ça a été par la lutte. D'accord. Merci. Dernière question, pourquoi obéir? Alors, pourquoi obéir? Parce que justement, nous sommes dans une démocratie, nous ne sommes pas dans l'anarchie, on va dire, pour cadrer les choses de cette manière. Et il faut faire ce pourquoi nous avons été élus, parce que pour être élus, nous avons dû préparer des programmes, les présenter aux électeurs et dire qu'on va faire cela. Et j'estime qu'en tout cas l'obéissance pour nous les élus, c'est avoir à rendre compte. Parce que nous ne sommes pas dans nos fonctions par je ne sais quel miracle. Nous avons été élus par nos électeurs et nous avons des comptes à leur rendre. Et s'ils nous demandent quelque chose, on doit aller dans ce sens où on doit discuter avec eux si ce n'est pas la bonne direction qui nous indique. D'accord. Et alors, dans la société traditionnelle dont vous nous parliez un petit peu avant, comment se positionne l'obéissance à l'autorité ou la relation entre le chef et ses clans? Alors l'obéissance, en fait, dans nos sociétés donc dites traditionnelles, elle nous est enseignée dès notre plus jeune âge, d'abord dans le langage. Il y a différentes façons de s'exprimer
face à un enfant comme nous, face aux parents, face à l'oncle maternel, face au chef. Donc ça, nous l'apprenons dès la naissance, on va dire. Et donc, pour déjà placer les uns et les autres à la place qui doit lui revenir, à l'homme et la femme, dans la société. Et nous sommes éduqués à cela traditionnellement. Je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui, il y a toutes ces traditions qui sont remises en cause avec la mondialisation, la globalisation. Et moi, je ne suis pas non plus pour conserver la tradition pour la tradition. Je dis qu'on est amené aujourd'hui à porter la tradition, mais dans une époque où on se doit aussi de la remettre en cause, parce que aujourd'hui les hommes et les femmes kanaks sont sur les mines, sont dans les bureaux, ils ne sont plus seulement à la tribu, ils sont au gouvernement, donc on est amené aussi à la remettre en cause, mais à bien discuter de cette remise en cause entre nous. Madame Gourdé, merci. Merci beaucoup.